Et on a le plaisir d'accueillir pour cette deuxième conférence sur la gestion du risque plomb dans un chantier avec Maria Rosa Pira. Merci de votre présence, Monsieur Jérôme Delcourt et Monsieur Vincent Houdard. On va vous présenter effectivement cette thématique utilisée depuis l'Antiquité pour la construction des bâtiments, mais aussi pour la cosmétique, les monnaies, le vernissage des poteries. Le plomb est un métal toxique aussi bien pour l'homme que pour l'environnement. Malgré l'interdiction des peintures au plomb, aujourd'hui, le plomb est encore utilisé notamment dans les monuments historiques. Vous allez avoir l'occasion d'avoir quelques exemples pour les couvertures, les étanchéités aussi, mais aussi pour les rejointements des maçonneries et le sertissage des vitraux. Les anciennes peintures sur les éléments de ferronnerie et de menuiserie, mais aussi de décoration murale peuvent être à l'origine d'une contamination de sites par les poussières de plomb. Quelle est l'approche correcte pour la gestion d'un chantier de restauration d'un monument historique où le plomb est patrimonial, n'est pas un polluant à retirer, mais un élément à conserver et restaurer? Point d'interrogation. Le risque plomb est revenu sur le devant de la scène avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, comment concevoir un chantier de restauration MH en prenant en compte le risque plomb? L'experte, elle est avec nous, présentera effectivement son retour d'expérience et échangera avec les organismes de contrôle et de prévention comment gérer un chantier MH en présence de plomb. Alors, j'ai nos trois intervenants. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous savez qu'on va vivre un format un peu différent de celle qu'on a pu vivre tout à l'heure de l'intervention de M. Thomas Collin. Je vais vous laisser le soin pendant une petite vingtaine de minutes, voire même 30. Je vous les autoriser jusqu'à 30 à échanger entre vous. Vous allez être normalement à l'écoute et passer ces 30 minutes, on viendra, nous, de l'autre côté, poser des questions. Parce qu'un retour d'expérience, forcément, on va aussi avoir peut-être des retours d'expérience de l'autre côté. Je vous souhaite une bonne intervention. Maria, c'est à vous. Bonjour. On abandonne le sujet de l'amiante très riche de M. Collin pour aborder un autre sujet qui est aussi passionnant, le plomb. Et principalement le plomb, notamment dans un monument historique. Donc c'est un sujet un peu spécifique parce que le plomb, habituellement considéré comme un polluant, qu'on doit retirer dans un monument historique, ne l'est pas forcément. Mes collègues ne seront sûrement pas d'accord, mais c'est un élément qui peut avoir une valeur patrimoniale inestimable et qui doit être conservé et restauré. C'est ça la vraie difficulté. Un chantier monument historique, c'est donc un chantier de restauration en présence de plomb. Comme vous savez, ce sont des chantiers qui sont sous la direction d'architectes de patrimoine ou des ACMH, donc des architectes en chef du monument historique, qui assurent la maîtrise d'œuvre complète. Et autre particularité, ce sont des chantiers où les acteurs, les intervenants, ce sont des entreprises MH. Donc, ce ne sont pas des entreprises de pollution, mais ce sont des entreprises qui sont des couvreurs, de charpentiers, des restaurateurs de peinture, de ferronnerie ou de tailleurs de pierre, voilà, qui n'ont pas forcément de compétences en gestion du risque plomb ou en décontamination, etc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était effectivement d'aborder les difficultés qu'on a dans un chantier MH où on souhaite gérer le risque plomb comme un polluant, alors qu'à côté, on a une charte de Venise qui nous est imposée par les architectes du patrimoine où l'objectif, c'est de conserver ces supports et de choisir des techniques et des produits spécifiques à utiliser. Voilà. Ça, c'est la vraie difficulté pour un maître d'œuvre comme moi. Et vous allez voir effectivement la différence d'approche aussi qu'on peut avoir, nous, en tant que maître d'œuvre, avec mes collègues ici présents qui sont des organismes de prévention, donc la CRAMIF, c'est que, qui surveillent de près ces chantiers-là, un monument historique, c'est effectivement que des fois, on est confronté à des vraies difficultés dans la gestion, dans le choix dès la phase des conceptions, comment on organise un chantier monument historique.
Et je pensais que la façon la plus intéressante pour aborder ces sujets, c'est effectivement de se confronter avec eux, de se retrouver dans une sorte de petite table ronde et en présence aussi de tous ceux qui sont intéressés, qui voudraient apporter leur retour d'expérience, pour voir effectivement, dès la phase de conception jusqu'à la fin, quelles sont les actions, les dispositions qu'il faudrait prendre pour ne pas avoir des soucis et pouvoir assurer la protection des travailleurs et en même temps assurer les rendus que les architectes dans la conservation du patrimoine souhaitent avoir. Donc, aujourd'hui, bon, la première difficulté, forcément, pour nous qui arrivons sur un chantier MH, c'est ne pas avoir pris en compte le risque plomb dès la phase de conception d'une opération. Et donc, de ne pas l'avoir intégré dans les marchés des travaux et d'avoir tout ça à gérer en cours de route. Vous savez que ça veut dire une incidence financière importante. Le plomb, aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du chantier Notre-Dame, mais il n'y a pas que Notre-Dame. C'est un vrai problème et on sait pertinemment aussi que les chantiers MH sont des chantiers qui, des fois, n'ont pas de moyens, donc, ou qui ont des moyens limités, et donc c'est une vraie difficulté. Et autre chose encore, c'est que ces chantiers sont gérés par des architectes de bâtiments ou d'architectes en chef de monuments historiques qui n'ont pas forcément aussi les compétences, mais comme vous savez aussi, en France, il n'existe pas d'obligation de s'entourer d'un maître d'œuvre spécialisé, que ce soit en amiante ou en plomb, et donc du coup on se retrouve à devoir gérer un risque sans avoir les moyens pour le faire. Mais alors, on commence par vraiment tout au début, quand on a un chantier de monuments historiques à devoir concevoir, à devoir gérer. On a un premier problème qui est celui d'un diagnostic. Donc un diagnostic qui soit exhaustif et complet. Et ça, c'est le vrai problème. Parce que nous savons tous qu'on a vu ce qui existe au niveau de réglementation pour un diagnostic amiante. Un diagnostic plomb avant travaux n'existe pas aujourd'hui. La réglementation qui existe, c'est seulement pour un CREPS, et M. Oudard va nous l'expliquer, qui ne répond pas à nos besoins pour un chantier de travaux. Je vais prendre la parole, oui. Déjà, replacer le sujet. Pourquoi on parle du plomb? C'est parce que le plomb, c'est un élément qui est quand même classé CMR, parce que reprotoxique avéré, et la toute dernière directive européenne du 13 mars 2024 rappelle que c'est un reprotoxique sans seuil. Ce qui veut dire qu'en fait, on parle là d'un toxique cumulatif, nocif pour l'homme, pour la femme et pour tout être vivant. Donc vous me parliez à l'instant de diagnostic. Oui. Alors évidemment, quand on veut... certains diront que le plomb, c'est compliqué parce que tout n'est pas écrit dans le Code du travail, comme ça peut être le cas pour l'amiante. Je viens de le dire, le plomb, c'est un CMR, donc il est aussi concerné dans la partie Code du travail par tous les articles relatifs à la prévention déjà des agents chimiques dangereux et des agents CMR. Voilà. Comme toute prévention d'un risque chimique, tout commence déjà par un repérage. Repérage avant travaux, et on insiste à l'assurance maladie sur le fait que ce repérage doit être adapté d'abord à la nature des travaux qui vont être réalisés dans l'ouvrage, ainsi qu'au périmètre dans lequel vont évoluer les salariés potentiellement exposés au plomb à l'occasion de leurs travaux. Repérage adapté à la nature et au périmètre. Alors vous me parliez un instant du repérage CREP. Le CREP, c'est un repérage Code de la santé publique dont l'objectif est tout à fait différent. L'objectif, c'est de prévenir du risque d'intoxication au plomb des personnes qui travaillent, résident, circulent dans des logements, en fait. Et donc, il s'adresse, le CREP, à des matériaux qui vont être directement visibles ou accessibles pour des personnes qui vivent dans le bâti et qui ne sont pas là pour poncer les murs ou traverser les cloisons. Monsieur Oudard, donc vous nous avez dit, bon, nous
on est très gâté par la réglementation amiante qui est complète. Hein. Donc l'effet effectivement que pour le plomb, on n'a pas la même correspondance. Donc vous êtes en train de nous dire que nous, on a besoin de s'appuyer sur la réglementation SMR qui est très vaste, on est parfaitement d'accord. Mais comme on est gâté justement par la réglementation, on souhaiterait effectivement des textes spécifiques qui n'existent pas sur le plomb. C'est la réglementation SMR qui s'applique dans la plupart des cas. Mais, d'une façon générale, je voudrais rappeler en fait le temps maintenant un peu ancien, hein, en 1991, transposition de la directive sociale 89/391, hein, directive sociale, qui a eu pour objectif de créer un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'avant cette date, le Code du travail désignait les risques et imposait les mesures de prévention à l'employeur. Depuis cette date, en fait, elle place l'employeur et puis plus tard d'autres personnes comme les personnes responsables de l'acte de construire avec la loi du 31 décembre 1993, dans l'obligation d'évaluer les risques et une fois cette évaluation faite, de mettre en œuvre des mesures de prévention. D'accord, donc l'évaluation de risque passe par ces diagnostics. Aujourd'hui, nous, on sait que le CREP qui existe, qui est prévu par le Code de la santé publique, ne répond pas aux exigences d'un chantier de travaux, de rénovation, de réhabilitation. Donc, on a besoin d'un diagnostic plomb avant travaux qui certes répond à une obligation d'analyse de risque de la maîtrise d'ouvrage, mais qui n'est pas réglementé par le Code du travail, comme pour l'amiante. Donc, du coup, les diagnostiqueurs que nous on côtoie, ils s'appuient souvent sur la norme 2021, certes, ou sur un document de préconisation établi par la directe de la région Centre qui était très intéressant. Mais sinon, le diagnostiqueur, il est des fois, bon, ils ont l'habitude, mais ils sont un peu perdus, effectivement, parce qu'ils demandent au maître d'ouvrage de statuer sur un seuil, pour statuer si une peinture est plombée ou non pas plombée. Vous voyez, il y a ces difficultés, c'est les premières difficultés qu'on rencontre dans la conception d'un chantier MH. Alors, déjà, premier point, hein, je vais le rappeler, hein, pour qu'il soit utile à quoi que ce soit, à évaluer les risques, il faut que le repérage soit adapté à la nature, au périmètre de l'opération. L'opérateur de repérage, il ne connaît pas a priori la nature et le périmètre de l'opération, sauf si le donneur d'ordre le lui précise. Donc la première chose à rappeler au donneur d'ordre, c'est d'indiquer à l'opérateur de repérage quels vont être précisément les travaux qui vont être faits et sur quel périmètre dans le bâti. Ça, c'est la première chose. Une fois que ça va être fait, la question est de savoir s'il y a présence ou non de plomb. Et là, vous faites effectivement référence à des seuils qu'on peut lire dans le Code de la santé publique, mais j'ai dit encore une fois, ce n'est pas du tout le même objectif. Et c'est des seuils qui vont être assez fréquemment mentionnés dans les rapports de repérage avant travaux. Et ça, c'est vraiment très trompeur. Pourquoi ? Parce qu'un peu dans le même esprit que la logique de l'amiante, hein, du processus amiante, hein, en amiante, vous avez la notion de processus avec un matériau qui contient donc de l'amiante, une technique d'intervention sur ce matériau et des moyens de protection collectifs associés. Et c'est le processus qui permet de définir dans quel empoussièrement va être plongé l'opérateur. De la même façon, quand on parle du plomb, la question n'est pas de savoir s'il y a un peu, beaucoup, énormément de plomb dans tel revêtement ou dans tel matériau. La question est de savoir s'il y en a. Et une fois qu'on sait qu'il y en a, la question qui va se poser, c'est quand l'opérateur va intervenir sur ce matériau ou ce revêtement, quel empoussièrement va être généré. Donc attention à cette confusion courante de dire, je vais parler du seuil Fluo-X hein, pour le repérage du plomb dans les revêtements Code de la santé publique avec le seuil d'1 mg par centimètre carré. Il y a les opérateurs de repérage qui vont mettre tout ce qui est au-dessus en rouge, tout ce qui est en dessous en vert. Sous-entendu, tout va bien. Ça dépend de la façon dont on va intervenir sur le revêtement. Peut-être qu'avec 2 mg de plomb par centimètre carré, mais avec une technique d'intervention et des moyens de protection associés à la source particulièrement efficaces, je vais générer un empoussièrement plus faible.
que dans un autre cas de figure où j'ai un revêtement qui va contenir peut-être que 0,7 mg de plomb par centimètre carré, qui serait conforme au sens du Code de la santé publique, mais là on parle de travaux, et si l'intervenant ponce à sec par exemple, va générer un empoussièrement bien plus important. Oui. Et l'objectif, c'est bien de protéger l'opérateur au cours de son travail. Très bien. Donc, vous parlez d'un repérage qui est réalisé avec la fluorescence X, donc sur les revêtements en peinture. Ce qui est important pour les futurs travaux, c'est d'avoir un repérage complet qui intègre aussi, pas que le revêtement en peinture, hein, qui contient du plomb, mais aussi les éléments en plomb métal, voilà, de couverture, de chéneaux, de joints entre les maçonneries, et aussi la contamination éventuelle que la dégradation de ces supports peut générer. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour un maître d'ouvrage, c'est de savoir qu'en diagnostic complet plomb avant travaux, il intègre aussi une campagne de tests surfaciques, donc les tests lingettes qui sont très importants en plomb, alors qu'ils ne sont pas, ce qu'on a vu avec M. Collin pour l'amiante, mais en plomb sont fondamentales. Parce que malgré la limite de la mesure, etc., ils sont importants parce que ce sont des indicateurs de pollution du site. Oui. Alors, ça c'est un point important que vous soulevez, merci. C'est que, je vais peut-être le rappeler aussi, ce qui est différent du plomb par rapport à l'amiante, c'est qu'il y a deux moyens de se contaminer au plomb. Premier moyen, l'inhalation, comme pour l'amiante. Deuxième moyen, l'ingestion. Et ce qu'on constate, ça... Les contrôleurs de sécurité de la CRAMIF le constatent fréquemment sur les chantiers, c'est que, enfin nous on a la conviction, c'est que le premier vecteur de contamination sur les chantiers, c'est souvent l'ingestion. Alors ce qui est compliqué, c'est que dans le Code du travail, vous retrouvez bien une valeur limite d'exposition professionnelle qui parle de l'empoussièrement ambiant, donc principalement la contamination par inhalation, peut-être pas que, mais principalement. Et nous, ce qu'on constate sur les chantiers, c'est que, mais ça, je laisse parler plutôt Jérôme, hein, mais c'est que la contamination par ingestion, elle est principalement due à un contact main-bouche, pas que, hein, mais principalement, avec des mains contaminées par des poussières de plomb présentes sur les surfaces, en fait. Et donc, la question de la présence de poussières de plomb sur un chantier, il n'existe pas de valeur seuil dans le Code du travail à ce jour, mais dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur doit en tenir compte et le maître d'ouvrage, dans le cadre de son obligation d'évaluation des risques, hein, je rappelle la loi du 31 décembre 1993, il doit aussi en tenir compte. Tout à fait. Notre problème, à l'issue de ces diagnostics plus ou moins complets, hein, c'est ce qui est important, c'est de ne pas imaginer de pouvoir clôturer les sujets diagnostiques avant de commencer les travaux. C'est de pouvoir disposer d'un diagnostiqueur qui intervient en cours de travaux aussi, qui soit à disposition, qui puisse faire un repérage à chaque fois que pendant les travaux on remet à nu des surfaces, des supports, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre au maître d'ouvrage. Alors, c'est une des premières choses quand vous démarrez le chantier, c'est d'inviter les entreprises qui sont titulaires de différents lots, de faire une visite de chantier quasiment avec l'opérateur de repérage et de marquer tous les matériaux qu'il a identifiés dans son diagnostic, pour qu'il n'y ait pas de souci d'interprétation entre une petite photo et une autre, surtout sur des chantiers très très étendus. Et c'est l'occasion aussi que certaines entreprises qui ont une certaine connaissance du métier, compte tenu de leur retour d'expérience, de dire c'est curieux, dans tel coin il n'y a pas de plomb, vous êtes sûr, vous avez fait un test, vous n'avez pas fait de test, est-ce qu'il y a des investigations complémentaires à faire ou pas, pour faire des levées de doute avant de démarrer les travaux. Que la période de préparation puisse permettre justement de faire ces levées de doute. Des choses qui sont de plus en plus rentrées dans les mœurs quand on parle d'amiante. Et pour le plomb, on dirait que les gens ont oublié les bonnes pratiques de l'amiante. C'est dommage, parce qu'en fait, c'est exactement la même démarche de prévention, en fait. Le plomb, vous ne pouvez pas l'éviter. Selon les principes généraux de prévention, il est déjà là. Donc l'après, c'est comment on évalue le risque
C'est justement par cette phase de diagnostic et ces levées de doutes successives, de préférence pendant la période de préparation et puis après tout au long du chantier en fonction de la complexité du chantier. C'est primordial de faire cette identification physique sur place pour pas qu'il y ait de doute. Parce que les conducteurs de travaux, l'encadrement, tout le monde a lu le diagnostic. Par contre, les opérateurs, une fois qu'ils sont livrés eux-mêmes, entre guillemets, sur le chantier avec plus ou moins d'encadrement, on leur dit d'aller casser une cloison. Il peut y avoir une incohérence, enfin une incompréhension, pardon. Et plutôt que de casser une cloison placo-style toute neuve qui a moins de 10 ans, ils vont casser la cloison d'à côté, ou alors ils vont aller trop loin dans la cloison et aller taper dans la cloison en brique qui est dans la continuité de la cloison en placo-style, et ils vont mettre du plomb partout. On va faire des mesures, on va voir qu'il y en a partout, et on se retrouve avec une zone de chantier qui est arrêtée pour être nettoyée, etc. Et après, tout le monde pleure parce que le planning il dérape et que ça coûte cher. Parlons d'une autre situation, une autre phase, qui est celle où le maître d'ouvrage réalise un diagnostic. Donc, il se rend compte que son site libéré, il est contaminé. Mais en même temps, il n'a pas encore une entreprise, parce que les consultations pour les travaux sont en cours, donc il n'y a pas des marchés notifiés. Quelles sont les obligations d'un maître d'ouvrage? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fermer les sites alors qu'il a besoin de faire intervenir encore éventuel repérage complémentaire, les entreprises pour les visites pendant les consultations, les appels d'offres. Est-ce qu'on lui demande de fermer les sites, de mettre un accès sécurisé, mettre les moyens pour se décontaminer, même pour des visites ponctuelles de ce type-là, former, sensibiliser les gens qui accèdent? On est dans une phase où c'est encore le maître d'ouvrage qui fait l'analyse de risque. On ne peut pas demander aux entreprises parce qu'ils ne sont pas encore titulaires d'un marché. Donc c'est une phase un peu délicate où c'est le maître d'ouvrage qui prend des décisions. Qu'est-ce qu'on doit conseiller au maître d'ouvrage? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est un peu dans une phase de coordination. Et donc, dans la coordination de travaux, il y a la mise en place de moyens communs. Donc si déjà, la première des choses, c'est que dans le règlement de consultation, c'est que le maître d'ouvrage précise que le chantier a un niveau de pollution assez conséquent et que pour les visites préalables de chantier, avant de remettre les appels d'offres, il y a une visite qui est prévue, que les entreprises doivent venir avec leurs EPI et que le maître d'ouvrage, lui, a mis à disposition des moyens communs de décontamination. Ça peut être une roulotte de chantier, ça peut être plein de choses. Après, ça dépend c'est difficile de vous dire un problème, une solution. Ça dépend de l'évaluation des risques, ça dépend du contexte particulier du chantier, ça dépend du taux de pollution, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a une analyse de risque à faire et on parle beaucoup du maître d'ouvrage, mais ce n'est pas le maître d'ouvrage seul, c'est le maître d'ouvrage avec le maître d'œuvre et le CSPS. La coordination, c'est ces trois acteurs-là, ce n'est pas le maître d'ouvrage seul. Il s'appuie sur ces deux conseillers en matière de prévention. Ça répond à votre question? Oui. Oui, je voudrais rajouter un petit mot. Donc on a parlé repérage avant travaux, j'ai parlé tout à l'heure évaluation des risques lors d'un chantier d'investigation pour savoir quel va être l'empoussièrement généré par l'action sur le matériau contenant du plomb. Un point sur lequel on attire beaucoup l'attention des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en général, c'est d'être vigilant vis-à-vis de l'entreprise sur les moyens de protection collective qui vont être mis en place. Pourquoi mettons des moyens de protection collective sur un chantier en plomb? L'idée, c'est de confiner les zones où il va y avoir émission de poussière de plomb, parce qu'on ne peut pas faire autrement, des zones du chantier, voire hors chantier, dans lesquelles il ne doit pas y avoir transfert de cette pollution de plomb. Et donc les moyens de protection collective qui sont à l'interface de ces deux zones-là doivent garantir l'objectif qui est que la pollution plomb ne sort pas de la zone plomb. Et le conseil qu'on peut avoir auprès de tous les maîtres d'ouvrage, c'est qu'ils se donnent les moyens de mesurer principalement sur les chantiers en milieu occupé
où il y a des locataires, où il y a des usagers, hein, de mesurer si effectivement l'organisation mise en place par l'entreprise permet d'atteindre l'objectif dont je viens de parler en fait. Donc, le maître d'ouvrage, il se trouve organisé en chantier, donc en présence du plomb, de la contamination au plomb. Et il a donc deux options. Alors, donc il a celle d'identifier le poste de travail où on va générer du plomb et confiner ces points, ces postes spécifiques, ou bien et donc envisager que toutes les zones autour, les abords autour de ces zones confinées sont propres, donc qui sont entretenues régulièrement et ne présentent pas de risque d'exposition au plomb, ou bien quelle est l'autre solution? Est-ce qu'on est obligé forcément de passer sur une configuration un peu comme Notre-Dame où tout le chantier est fermé et qu'on doit passer dès le démarrage du chantier, séparer le chantier en deux parties, zone propre et zone sale, et où la zone propre n'est que la base vie? Notre-Dame, c'est un peu particulier. Il y a du plomb partout, 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 partout. Tout le chantier est plombé. Tous les chantiers ne sont pas comme Notre-Dame, heureusement. Il y a des chantiers où on peut imaginer qu'il y a une zone, je dirais, rouge, où là, on va avoir des taux d'émission très, très importants de plomb, et d'autres où on va avoir des zones moins émissives, où il peut y avoir des traces de plomb, mais sans être dans des concentrations qui font peur, entre guillemets. La difficulté du maître d'ouvrage, c'est de s'assurer que la pollution, il n'y ait pas de transfert de pollution. C'est pour ça que pendant tout le chantier, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le CSPS doivent s'organiser pour faire un peu de métrologie, pour s'assurer que les niveaux de plomb ne sont pas dépassés. On a parlé de 1000 tout à l'heure, mais c'est surtout de voir l'évolution de ces concentrations. Parce qu'une zone où on est, je dis n'importe quoi, à 300 microgrammes par mètre carré, et puis au bout de 15 jours, on est à 450 ou à 500, ça ne semble pas des valeurs dangereuses. Pour autant, il y a une augmentation de la concentration. Donc il faut vous poser la question en tant que donneur d'ordre, pourquoi il y a cette augmentation, d'où vient la pollution, et d'avoir ce suivi pour vous en rendre compte à temps pour pouvoir avoir des mesures, entre guillemets, légères de correction, avant de vous rendre compte que finalement cette zone qui était à 300 microgrammes, elle est passée à 2000, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui est responsable, et on ne sait plus quoi faire. Parce que du coup, c'est un arrêt de poste, surtout si c'est moi qui passe ou l'inspection du travail qui passe sur le chantier. C'est un arrêt de poste, on demande des justificatifs, on demande un mode opératoire pour nettoyer cette zone-là avec des conditions particulières compte tenu des concentrations. On désorganise le chantier pour préserver la santé des salariés avant tout, hein. Ce n'est pas juste pour embêter le maître d'ouvrage et lui faire exploser son planning, c'est surtout que derrière, on a des contaminations de personnes. Même chez l'adultes, à des doses faibles, il y a des problèmes de tension artérielle, il y a des problèmes de rénaux chez l'adulte qui sont souvent mésestimés ou mal identifiés, pas forcément en lien avec le plomb, alors qu'ils peuvent être en lien avec le plomb. Donc cette métrologie tout au long du chantier, elle est nécessaire. Et elle permet aussi aux donneurs d'ordre de se rendre compte si son chantier est bien tenu, si les entreprises ne font pas n'importe quoi, et aussi s'interroger sur la possibilité de sortir, entre guillemets, du chantier plomb. Quand au bout d'un moment, vous avez des mesures très très faibles qui restent à définir sur le chantier et qu'elles sont maintenues pendant plusieurs mois, c'est que normalement, la problématique du plomb, elle est derrière vous. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer. À partir du moment où vous retirez le plomb. Si vous conservez le plomb, vous pouvez rester dans des conditions plomb très, très, très longtemps sur votre chantier. Donc je vous invite, en tant que donneur d'ordre, à appliquer le premier des principes généraux de prévention, c'est d'éviter le risque et de retirer le plomb de vos chantiers partout où c'est possible techniquement. Je sais que certains sont amoureux du plomb. Je croise régulièrement des couvreurs qui sont passionnés par leur métier à faire des choses très très jolies, très ouvragées. Sur ces choses-là, effectivement, il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de matériaux pour substituer au plomb.
Mais sur un paquet d'autres sujets, sur des égouts de toit par exemple, on sait faire avec autre chose que du plomb. Mais après, la difficulté, c'est de se faire entendre de la maîtrise d'œuvre, d'interpréter comme il faut la charte de Venise. Moi, la charte de Venise, c'est pas mon livre de chevet, c'est le code de la Sécu et le code du travail. Donc parfois, le maître d'ouvrage, il se retrouve un peu coincé entre la charte de Venise, mon intervention, celle de l'inspection du travail et ponctuellement de l'environnement aussi, quand on lui explique que ce serait bien qu'il mette du double vitrage partout et que la charte de Venise lui demande de conserver des vieilles fenêtres avec des belles moulures, avec du simple vitrage. C'est toute la difficulté d'un maître d'ouvrage en monument historique, c'est de répondre à toutes ces demandes. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, on a encore le droit de poser du plomb. Ce n'est pas comme l'amiante qui est interdit. Le plomb, il est encore posé, reposé. Alors, de mon point de vue, mais là, ça n'engage que moi, j'applique les principes généraux de prévention. Le plomb, c'est plus dangereux qu'autre chose, donc on doit le substituer, je ne sais pas, par du zinc, du cuivre, ce genre de choses qui sont moins nocifs pour la santé. Moi, d'un point de vue technique, en tant que contrôleur de sécurité de la CRAMIF, si je ne vois pas d'intérêt à poser du plomb sur une toiture plate, par exemple, sur un entemblement de balcon, sur un entemblement de fenêtre, où en plus on sait pertinemment que le fait du passage, le fait des intempéries va contaminer tout ce qui se passe autour. Il ne faut pas oublier derrière tout ça, quand on conserve du plomb, il faut réfléchir aussi à l'entretien du bâtiment derrière, qui est une des grandes notions de la charte de Venise, de penser à l'entretien du patrimoine. Si vous enlevez du plomb sans dénaturer l'œuvre, l'entretien sera peut-être d'une certaine façon, alors que si vous conservez du plomb, en fonction de la pollution qui va fatalement se faire au cours du temps, l'entretien sera différent, alors dans des conditions différentes, et sera surtout beaucoup plus fréquent. Et les coûts d'usage d'un bâtiment sont souvent mésestimés, sous-estimés, voire complètement oubliés, parce que celui qui construit, c'est pas celui qui exploite derrière. Même quand ils ont la même enseigne, de toute façon, ils sont dans des bureaux différents et ils ne se parlent pas. Moi, j'assiste à ça à 9 chantiers sur 10. Je voulais rajouter un mot là pour réagir par rapport au propos introductif d'ailleurs, parce qu'en introduction, il a été dit qu'il n'y avait plus de plomb dans les peintures. Hein. Et ça, c'est inexact. En fait, la première date d'interdiction d'un produit contenant du plomb, c'est la céruse de plomb, et ça remonte à 1993. Donc jusqu'en 1993, un particulier pouvait en acheter et en appliquer. La date de 1949 ne correspond qu'à la date d'interdiction d'utilisation professionnelle de la céruse. Et à ce jour, aucune loi n'interdit à un professionnel de mettre du plomb dans la peinture. Depuis un certain nombre d'années, il a l'obligation de mentionner sur l'étiquette du produit la présence de plomb si le produit contient plus de 0,15% de plomb. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup moins de plomb dans les peintures qui sont mises sur le marché aujourd'hui, mais il est inexact de dire qu'il n'y a plus de plomb dans les peintures. On a remarqué ce rôle important de la surveillance métrologique sur un chantier plomb. Donc, le conseil, c'est que le maître d'ouvrage, il s'entoure de services d'un laboratoire accrédité qui assure ces surveillances, ces contrôles en continu du chantier, surtout des abords, pas forcément des zones qui sont post-travail, mais vraiment du chantier pour les deux. Vérifier que la remontée des taux est maîtrisée et que tout est parfait. Les deux. Avec l'environnement, toujours dans le cadre de la coordination, les donneurs d'ordre sont responsables de ce qui se passe avec les abords directs du chantier. Et au sein même du chantier, puisque je prends un exemple, j'essaie de trouver un exemple, je démolis une cloison, je libère ma zone, je donne les clés de la zone à un décorateur, par exemple, qui s'engage sur le fait que le décorateur peut intervenir dans cette zone
soit en condition plomb, soit en condition standard de chantier. C'est le maître d'ouvrage qui, les donneurs d'ordre, dans le cadre de la coordination de succession, donne son feu vert et s'engage sur les conditions d'intervention et le niveau de pollution de la zone. Et d'ailleurs, chaque entreprise devrait, sur un chantier comme ça, s'interroger avant d'intervenir dans une zone, quel est le taux de pollution pour savoir, pour pouvoir affiner l'évaluation des risques pour ses salariés et éventuellement utiliser son droit de retrait. Je dis bien éventuellement, parce que c'est assez peu utilisé malheureusement. Donc, du coup, en cours de travaux, on est sur un chantier qui démarre, les entreprises sont notifiées. Le maître d'ouvrage, il missionne un laboratoire pour surveiller le niveau, l'évolution de l'empoussièrement du chantier. Et on se rend bientôt compte que les entreprises MH, donc les entreprises spécialisées en monuments historiques, ne sont pas des pollueurs, ne sont pas des entreprises qui maîtrisent les procédés de décontamination. Et donc, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est un peu, une des premières difficultés. Il devient de plus en plus sachant, on est parfaitement d'accord. Mais aujourd'hui, on est aussi sur des chantiers avec des plannings très tendus où on préfère que des entreprises MH soient concentrées sur leurs tâches, sur les supports patrimonial et qui ne soient pas, qu'on ne leur demande pas de se concentrer sur des process de confinement, d'entretien de pédiluve, vous voyez, ou de sas humides, etc. C'est une des difficultés qu'on trouve sur un chantier MH. Alors, parce que souvent, ça dépend. En fait, Vincent tout à l'heure l'expliquait. Il y a deux types de contamination, l'inhalation et par l'ingestion. Avec la Cramif, de temps en temps, on fait des tests sur les mains, des tests lingettes sur les mains et sur les visages des opérateurs qui interviennent en zone. Et on voit bien un taux de concentration très très élevé sur certains corps de métier, alors que dans l'air, il n'y a aucune poussière. Si on mettait des pompes, il n'y aurait rien du tout. La contamination se fait par contact. Et comme pour le Covid, vous pouvez faire comme vous voulez. On a des gestes réflexes qui sont de se toucher le visage et on se contamine lentement mais sûrement. Et dans la grande majorité des tests qu'on a faits, il y a une corrélation entre le niveau de pollution qu'il y a sur les mains et celle qu'il y a sur le visage. Ce qui nécessite, quand vous en avez autour de la bouche, il fait chaud, la contamination, elle se fait toute seule. Si vous êtes fumeur, que vous vous décontaminez mal les mains, ça se fait tout seul. Donc, les entreprises qui sont qualifiées MH sont de plus en plus sensibles à cette problématique, sont de mieux en mieux formées. Il y a encore du chemin à faire, tout n'est pas gagné, loin s'en faut. Mais déjà, le discours est déjà un peu plus... Dans les gens que je rencontre, les gens sont de moins en moins dans le déni et prennent en compte cette problématique. Après, vous en avez sur les chaussures, sur les vêtements. Vous sortez de la zone. Si vous n'avez pas un pédiluve, si vous n'avez pas une zone pour vous décontaminer à minima, on vous suit à la trace jusqu'à la basse vie. Je voulais rajouter une chose. J'ai cité tout à l'heure la dernière directive européenne de mars 2024 qui rappelle également que le plomb représente 50% des sources de contamination entraînant des effets reprotoxiques. 50%. Autre point qui est important de rappeler, parce qu'il y a souvent des confusions sur le sujet, c'est que dans le Code du travail, on va retrouver des valeurs limites biologiques, donc qui sont mesurées grâce à des taux de plombémie dans le sang. Ces valeurs-là, sauf à ce qu'elles aient été faites après une intoxication très aiguë ponctuelle, mais elles donnent la quantité de plomb que vous retrouvez dans le sang de la personne. Aujourd'hui, on sait que 98% environ du plomb qui rentre dans l'organisme, s'il n'est pas évacué naturellement par les selles, les urines, etc., il va se retrouver soit dans les os, soit dans les tissus mous. Ce qui veut dire que quand vous faites un taux de plombémie, vous avez une information fiable sur la quantité de plomb que vous avez dans le sang.
on va dire 2% du plomb qui est dans l'organisme. Et le plomb, une fois arrivé dans les os, il y est pour 20 à 30 ans. Et il relargue régulièrement dans le réseau sanguin, qui lui va contaminer l'ensemble des organes, puisque ça va circuler dans tout le corps, en fait. Parlons d'un sujet important, la réception de travaux en présence de plomb. On est dans le salon de l'amiante, donc les travaux de désamiantage sont réalisés avec obligation de résultat. On sait qu'à la fin des travaux de désamiantage, l'amiante n'est plus là, donc c'est tout simple. Dans les cas du plomb, on n'est pas dans la même situation. Donc le plomb, il est encore présent. C'est lié au fait que les supports ne sont pas décontaminables, hein, donc pas comme on voudrait. Donc il y a toujours du plomb résiduel, même après nettoyage, après décontamination. Donc quelle est la position du maître d'ouvrage, même une difficulté du maître d'œuvre hein, pour réceptionner les travaux de l'entreprise. Parlons de seuil aussi, parce qu'aujourd'hui, le seul seuil qui existe, vous le savez bien, c'est celui du Code de la santé publique qui est adapté pour un logement après travaux et sur lequel on s'appuie parce qu'on n'a pas d'autres références. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, on a d'autres références dans un rapport de la Haute Autorité de Santé qui donne d'autres références que les 1000, qui parlent de 55, je crois. Ouais, c'est un avis du Haut Conseil Santé Publique qui date de février 21, si je ne dis pas de bêtises, et qui, en substance, dit qu'il n'est pas capable de comprendre d'où vient ce seuil de 1000. Hein. Il n'y a pas de fondement rationnel pour expliquer ces 1000. Et il préconise, mais encore une fois, je répète, hein, là, on parle de bâti hein, pour des logements. Hein. On n'est pas sur les chantiers, hein, donc ça n'a rien à voir. Mais le Haut Conseil Santé Publique dit c'est pas 1000 qu'il faudrait prendre, c'est 55 donc de plomb acido-soluble par mètre carré quoi, dans les logements. Et après, dans le Code du travail, il y a une petite phrase qui dit le plus bas techniquement possible. Donc, ça veut dire que nous, on devrait faire des chantiers d'investigation sur chaque type de support, voir quelle est la concentration à laquelle on peut arriver hein, avec un nettoyage poussé et se fixer un objectif sur la base du taux qu'on mesure. Et du coup, ça c'est pour la réception, mais à partir du moment où vous conservez du plomb, ça veut dire que le maître d'ouvrage doit s'assurer que ce taux qu'il a eu à la réception se maintient. Donc ça nécessite au maître d'ouvrage de continuer de faire, si c'est un bâtiment à destination de bureau ou enfin, d'une activité soumise au Code du travail, de continuer d'avoir ce suivi pour maintenir ce niveau techniquement le plus bas. Et donc d'assurer une surveillance métrologique même en phase d'exploitation. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça fait des surcoûts qui sont souvent négligés, oubliés, complètement omis. Maria Rosa Pira, merci. On peut encore une fois vous remercier aussi tous les deux. Monsieur Jérôme Delcourt, conducteur de travaux, monsieur Vincent Houdard, ingénieur conseil, car ce n'est pas terminé. On a eu, je pense, suffisamment d'informations. Et mesdames et messieurs, on parle de retour d'expérience et on va aussi en connaître peut-être un petit peu plus de l'autre côté, savoir effectivement comment vous l'avez perçu. Est-ce que vous avez déjà des questions auprès de nos trois intervenants? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez envie d'échanger sur un retour d'expérience? Je vous invite assez court parce que s'il y a une réaction de nos experts, ça permettra de gagner du temps. On dispose d'un quart d'heure. Ma première question, avez-vous déjà des questions directes avant retour d'expérience? Nicolas Simon, responsable QSE d'EMSI Groupe Eiffage. Je voulais savoir pourquoi en 2024 on n'avait toujours pas un outil, vous parliez d'évaluation des risques, pourquoi on n'a toujours pas un outil pour partager les VLEP entre entreprises, comme on peut avoir la base Scola en amiante, qui nous permettent de facilement faire des évaluations des risques. Ce n'est pas du tout le cas en plomb. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Il faut aller poser la question au ministère du Travail. Moi, je ne suis pas compétent pour vous répondre là-dessus. Alors, j'ai l'impression qu'au moment où vous avez posé la question, j'ai une dame qui a levé très vite le... Donc, peut-être que vous allez avoir réponse, non pas avec nos experts ici, mais plutôt ici. Oui, bonjour, Anita Romero-Ario de l'INRS. Donc, en fait, on a bien un outil qui existe sur le site de l'INRS. C'est l'outil 110.
qui exploite les données qui sont issues de la base Colchic à l'origine, donc qui correspond aux prélèvements qui ont été effectués par le réseau prévention, donc des CARSAT, CGSS et CRAMIF, pour différentes situations de travail, et ce depuis de très nombreuses années. Donc cet outil, il permet en fait de faire une évaluation en allant assez finement en fait sur les polluants que vous recherchez, les professions que vous recherchez, voire les tâches que vous recherchez. Alors évidemment, il est conditionné au nombre de données qui ont été enregistrées. Et sinon, régulièrement, il y a également la base de données Scola, que les laboratoires accrédités ont l'obligation donc, de renseigner chaque fois qu'ils effectuent un contrôle de respect de la BLEP pour une entreprise. Et cette base de données Scola, en fait, l'INRS l'exploite et sort régulièrement en fait, des exploitations dans sa revue sur hygiène et sécurité du travail, donc dans laquelle vous pouvez trouver régulièrement en fait, des exploitations, pareil, soit sur un polluant, soit sur un métier. Et sinon, elle peut être interrogée aussi dans le cadre d'une assistance, par exemple. Voilà. Donc je vous invite à consulter et l'outil 110 et les articles qui ont pu être publiés dans HST sur la base de Scola et l'exploitation de cette base.